On va prendre ce qu'on appelle le prix de revient actualisé du bien. Donc, il faut savoir que dans le logement social, on construit en général, il y a des exceptions, mais on ne va pas rentrer sans les exceptions, aujourd'hui en tout cas. Donc, il faut savoir que dans le logement social, en général, quand on construit par chantier. Donc, on fait, par exemple, dans la rue Intel, il y a les blocs, comme on les appelle, les immeubles, 1, 2, 3, 4, peu importe, qui sont construits au même moment et qui sont achevés plus ou moins en même moment. Et cette construction, on va l'appeler un chantier. Ce chantier, pour l'ensemble donc des biens construits, ce chantier, évidemment, vous avez compris, a un prix. Et ce prix, on l'appelle le prix de revient. Donc, que coûte, une fois qu'il est terminé, que coûte le prix, disons, d'un bloc dans un lieu donné. Donc, c'est relativement simple. Le prix est fonction de, vous l'avez compris, ce que coûte le sol. C'est logique. Et, évidemment, ce qu'a coûté la construction. Donc ça, c'est relativement simple. On a donc là une somme, X. Le chantier a coûté X milliers d'euros, ou millions d'euros. Une fois qu'on a ce prix, c'est clair aussi qu'il y a un nombre de mètres carrés. Ces blocs, pour le prix X, égale X mètres carrés. Donc, on va réduire ce prix de revient global à un prix de revient au mètre carré. C'est bien? Bon. Une fois qu'on a fait, je donne cet exemple parce que vous allez comprendre comment on va établir concrètement le loyer de base d'un 3 chambres, d'un 2 chambres ou d'un studio. Vous voyez? Alors, donc, une fois qu'on a ce prix X, qui est le prix de revient, on va l'actualiser. En effet, si j'ai construit un chantier en 1950, il a un prix, qui va être dérisoire de nos jours, et donc on va le mettre comme s'il avait été construit aujourd'hui. D'accord? On va donc actualiser son prix de revient initial. Donc, c'est à partir de ce prix de revient initial qu'on va alors commencer à calculer ce qu'on appelle le loyer de base. Donc, en résumé, un prix existe en fonction des coûts pour réaliser le logement. Ce prix va être actualisé puisque sinon les loyers, ça peut paraître paradoxal et certains diraient mais pourquoi on ne le fait quand même pas? Eh bien, les loyers seraient dérisoires. Si on appliquait les loyers sur base du prix de revient initial sans l'actualiser, on aurait des loyers de 50 € et des choses pareilles. Vous voyez? Donc, ce qui est normal, d'un point de vue économique, c'est normal. Mais bon, on ne va pas rentrer, disons, dans ce détail, mais c'est en théorie, ça devrait se passer comme ça. Par contre, les nouveaux locataires de nouveaux logements, eux, paieraient le... Oui? Oui, non, j'ai une question. Ça ne permet pas justement aux sociétés de logement social de faire du bénéfice? Le fait qu'on actualise? Alors, oui et non. Oui, donc oui, mais ta question est pertinente. Mais je ne vais pas l'aborder sous cet angle-là. Okay. Oui, dans une certaine mesure, les logements du passé créent un surplus. On ne va pas appeler bénéfice parce que le bénéfice est systématiquement, comme dans les coopératives, réinvesti. Mais on pourrait appeler ça un boni. On va donc appeler que ce surplus de loyer va servir à d'autres choses. Mais c'est vrai, c'est tout à fait pertinent ta remarque.
Et donc justement, vous allez peut-être bien saisir pourquoi les loyers sont X dans telle société et Y dans d'autres. Et c'est notamment en fonction d'un parc ancien ou pas de logement effectivement. Donc, une fois que le prix de revient actualisé est établi, on va regarder si au cours du temps, il n'y a pas eu des rénovations dans le logement. Donc, rappelez-vous, dans mon exemple, on était dans un logement de 1950, il est probable que dans les années 70, touchons du bois, il y ait eu quand même quelques rénovations. Eh bien, on va inclure le prix de ces rénovations dans le prix initial, évidemment. Donc, on va faire le prix initial actualisé dans les années 50, plus le prix de la rénovation actualisé, non pas aux années 50, mais aux années 70. Vous voyez, donc, en théorie, ça peut paraître paradoxal aussi, chaque fois qu'il y a une amélioration dans un logement social, ça se traduit d'un point de vue très concret sur une augmentation du loyer de base. Ça, c'est un mécanisme qui est quasiment lié. Bon, alors, une fois, et c'est là que je réponds un peu plus précisément à ta question, Marie. Donc, une fois que la société a son prix de revient actualisé, ou avec les éventuels autres prix de revient actualisés, s'il y a eu plusieurs rénovations, on va obtenir un prix, imaginons 100, eh bien le loyer de base sera égal à 3 ou 10% de ce prix de revient actualisé. Donc les loyers de base de ces logements-là seront égaux à 3 et 10% de ce prix de base actualisé. OK? Donc évidemment, là je reviens, puisque certains d'entre vous êtes préoccupés par des loyers que vous avez du mal à maîtriser. Certaines informations, oui, ça c'est une remarque d'ailleurs très générale que je tiens à vous dire. Si vous voulez calculer un loyer d'un locataire social, il faut toujours avoir deux fiches au moins devant vous. La première, c'est celle de l'année que vous voulez contrôler, et la seconde, pour autant qu'elle existe, c'est celle de l'année antérieure. Donc, tous les ans, au mois de novembre, au plus tard, les locataires reçoivent un nouveau calcul de loyer, tous les ans, et ce calcul de loyer, et retenez bien ça parce que c'est très important, parce que là il y a beaucoup de discussions entre le syndicat et les sociétés, ce loyer, il est valable pendant 12 mois. Ça c'est très important à retenir. Un loyer calculé, disons en 2019 pour 2020, ce loyer, pour autant évidemment qu'il soit juste, hein, bon, j'exclus les erreurs dans un sens ou dans un autre, mais donc en imaginant que tous les éléments légaux aient été fournis à la société, eh bien ce loyer, une fois fixé, il est valable pendant un an, même si il y a des modifications, en sortie ou en entrée dans le ménage. Mais je veux dire par là que seul le locataire est en mesure de demander une diminution. C'est très important. Pourquoi? Parce que, je veux dire par là que, imaginons que votre loyer est fixé, donc je répète, pour un an, et que vous accueillez d'une façon plus ou moins régulière
un nouveau venu, qui a un revenu, eh bien le loyer, on ne va pas tenir compte de ce nouveau revenu pour l'année où il rentre. On va tenir compte, pour autant qu'il reste là, pour l'année pour l'année suivante. Là, on va demander à l'ensemble du ménage de donner les nouveaux revenus et on va devoir donner, avec raison, le nouveau. Mais donc le loyer, par contre, qui est fixé pour un an, si l'inverse est vrai, si le locataire, par exemple, perd des revenus ou qu'un locataire s'en va et que donc il y a une perte de revenus, là, les diminutions doivent s'appliquer avant la fin de l'année. Voyez la petite nuance. Donc le loyer, une fois fixé, pour autant qu'il soit légal, reste pendant un an, quelles que soient les modifications, sauf si des modifications favorables au locataire et donc mues par lui. C'est lui qui doit dire nous avons moins de revenus. C'est lui qui doit dire mon gamin est parti et des choses pareilles. Donc ce n'est que dans ce cas-là qu'il y a un nouveau loyer, mais là vous comprenez tout de suite, ce nouveau loyer, évidemment, il est inférieur à celui fixé. Vous voyez, certaines sociétés vont essayer, en cours de route, de modifier dans un sens de la hausse le loyer. Totalement illégal. Mais, je vous dis, il y en a qui essayent. Essaient de compter sans nous, évidemment. Alors, je réponds à ta question. Pourquoi 3 et 10 ? Eh bien, c'est très simple. Parce que la société va, ou si vous préférez, comment est-ce que la société va déterminer le 3 et le 10 ? Pourquoi prendre 3 plutôt que 10 ou inversement ? Eh bien, c'est parce que la société a des coûts annuels, évidemment incontournables. Le paiement de ses employés, le remboursement des prêts SLRB, puisque la majorité des sociétés ne construisent que très peu sur fonds propres. Donc, cet argent doit être remboursé à la SLRB. Donc, ce qu'on appelle les annuités. Et donc, tout ça a un coût annuel. Et donc, la société, avant de fixer le calcul, elle va faire elle-même tout ce que potentiellement vont rapporter les loyers et se dire, voilà, nous avons besoin de, je ne sais pas moi, X millions d'euros par an. Si on prend 3, on aura un déficit de 5 millions. Si on prend 4, on est dans nos dépenses. Si on prend plus, on peut peut-être faire des rénovations. Voyez ? Donc le 3, entre 3 et le 3 et le 10 est en théorie, dans le cadre évidemment d'une bonne gestion de société, il est fonction effectivement de ce que annuellement la société va, je dirais, empocher comme loyer. Oui. Donc ça veut dire que ça change aussi chaque année? Non, ça ne veut pas dire que ça change chaque année, mais ça veut dire que potentiellement, mais ça ne change pas chaque année. Ou alors ça peut changer en fonction de certains critères dans certains complexes. Ça peut changer pour un complexe. Ce 3 et 10, c'est toujours par chantier. Tu peux imaginer que tel chantier soit à 4 et tel autre à 6. En général, les chantiers les plus anciens vont être plutôt vers le 10 que plutôt vers le 3. Mais donc, ce n'est pas chaque année, mais il y a une potentialité, effectivement. Est-ce que... Oui, j'avais une petite question par rapport aux démarches de demande de diminution de loyer quand le ménage touche moins. Eh bien, donc là, c'est évidemment quelque chose qui est à charge du locataire, parce que là, par définition, la société ne sait pas. Peut-être que demain, avec telle ou telle fonctionnalité, bon, j'imagine demain une fonctionnalité, comment on appelle ça pour le Covid? Alerte Covid, c'est ça? Mais si, il y a une fonctionnalité, l'alerte Covid. Ah, l'application?
comment on appelle cette application? Corona Alert. Corona Alert. Eh bien, il y aura peut-être demain une loyer alerte où la société sera avertie par SMS que son locataire un tel vient de perdre son emploi. Tu vois? Mais aujourd'hui, peut-être heureusement, la charge de la preuve incombe évidemment au locataire. Donc quand le locataire qui sera Corona Alert ou pas, qui sera le premier averti que le locataire, après le patron évidemment, a perdu son emploi, eh bien c'est le locataire lui-même. Donc c'est le locataire qui, quand il y a un nouveau phénomène, en général de diminution des revenus, doit le dire à la société. Et j'insiste, l'inverse n'est pas vrai. Le locataire qui gagne plus ne doit pas aller montrer sa fiche de paie. Donc ce n'est que le changement de loyer n'est valable, j'insiste, que dans le bon sens pour le locataire. Mais donc, pour répondre à ta question, le locataire, une fois qu'il est averti, va avertir lui-même la société. Il a intérêt, dans la mesure du possible, d'avoir déjà les documents avec lui. Il doit les remettre à la société. Alors évidemment, là, petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le calcul, mais c'est quelque chose que vous devez savoir. Souvent, parfois, c'est dû à l'administration, parfois c'est dû à d'autres raisons, peu importe, mais il vaut mieux pour des cas comme ça que le locataire garde une preuve non seulement de ce papier, donc qu'il fasse une copie, et deux, qu'il garde une preuve qu'il a bien donné ce papier. Alors, l'avantage dans le logement social, c'est que vous n'êtes pas tenu d'envoyer vos papiers par recommandé. Ça, c'est une belle preuve d'envoyer un document par recommandé, puisque vous avez la preuve du recommandé. Mais dans le logement social, et ça c'est peut-être bon à savoir pour nous les travailleurs sociaux, c'est que le locataire peut aller au siège de la société et remettre le document et recevoir obligatoirement, s'il le demande, un accusé de réception. Donc ça fait quelques petites économies quand notamment la société est proche du domicile du locataire. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est que pour des actes de ce type, le locataire demande toujours, garde une copie de ce qu'il rend et demande toujours un accusé de réception ou, pour être sûr d'envoyer les documents par recommande. Ok? Mais donc, retenez, parce que certaines sociétés ne veulent pas le faire non plus, retenez que chaque document remis à une société, pour autant évidemment que le locataire le demande, ils doivent lui donner un accusé de réception. Qu'est-ce qu'on conseille au locataire qui irait et donnerait les documents et la société refuse de leur donner l'accusé de réception? C'est de reprendre le document et de l'envoyer par la poste. Et puis introduire une plainte. Alors pourquoi il est important d'avoir ça? Parce que la diminution du loyer ne se fera pas automatiquement. Et donc plus vous tardez, plus vous perdrez. Donc la réduction des loyers, dans ce cas-là, n'est pas rétroactive. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc le locataire a vraiment intérêt à aller directement, et deux, à avoir une preuve du moment où il a remis ce document. Puisque la réduction n'est pas rétroactive. Et donc si la société dit, mais même si ce n'est pas vrai, peu importe, j'ai reçu ça hier, le locataire sera en mal de prouver qu'il n'a pas remis ça ce jour-là, mais bien avant. Donc, retenez cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur le loyer de base? Je crois qu'on avance bien. Hein? Est-ce qu'il y a des questions au fond? Monsieur? Oui? Pas particulier. Non, mais je voulais m'en assurer. Allez-y. Le sujet des pensionnés, en fait, vous avez dit que le bureau est en train de militer pour
les pensionnés ne soient plus discriminés de cette manière, au fait. Ils payent trop parce qu'ils n'ont pas de déduction professionnelle. C'en est où pour l'instant, en fait? Ah, excellente question. Ben, écoutez, justement, vendredi, notre organisation a une réunion pour le calcul 2021 avec le cabinet. Et ça, c'est le point qui est notamment à l'ordre du jour. Parce que, encore une fois, on le demande depuis des années. Donc ma réponse est que depuis qu'on le demande, on n'a jamais rien obtenu. D'accord? Mais toutes les années, évidemment, on revient à la charge pour essayer d'obtenir quelque chose. Donc vendredi, à la fin de la réunion, peut-être que la ministre, la nouvelle ministre sera plus à l'écoute, vu qu'il y a le Covid, etc. J'en sais rien. Enfin bref, voilà. Mais donc, toutes les années, on remet ça sur la table, évidemment. Et donc justement par rapport à ça, qu'est-ce que vous proposez comme méthode de calcul pour les pensionnés? Oula, ça c'est... Là, alors oui, ok. Donc ici, bon, ça évidemment, nous avons d'autres méthodes. Je ne vais pas les aborder ici, mais effectivement, ça c'est une question très importante. Pour nous, il faudrait effectivement changer tout ce que je viens de vous dire. Et encore, je ne vous ai dit qu'une partie. Pour nous, il faut changer ça. Il faut changer ça. Il y a beaucoup de choses à changer dans le logement social. Et une des choses à changer dans le logement social, malgré le fait quand même, soyons rationnels et objectifs, malgré le fait que entre le logement social et le privé, il n'y a pas photo. Hein. Donc entre le privé et le logement social, nous plaidons pour les règles plutôt du logement social. Hein. Le logement public, enfin non, le logement social. Vous voyez, j'allais moi-même faire une... il ne faut pas confondre logement public avec logement social. Le logement social aujourd'hui est non discriminatoire. Hein. Bon, vous ne l'avez pas dans le privé. Le logement social calcule, même si on peut améliorer le système, calcule les loyers sur base des revenus des locataires, et Dieu sait si, en cas de perte de revenus, les locataires peuvent bénéficier totalement de ce système. Donc pour nous, on plaide, que ça soit clair, on plaide pour le maintien de ce système, on plaide pour que ce système soit élargi à l'ensemble des bâtiments appartenant au pouvoir public, parce que c'est une aberration aujourd'hui dans beaucoup de communes bruxelloises, je dis là pour les parlementaires, dans beaucoup de communes bruxelloises, il y a des logements publics vides. D'accord? Des logements publics vides. Alors qu'il y a 42 000, plus même selon les chiffres du RBDH, plus encore de logements, de demandes de logement. C'est aberrant. Donc il faut repenser, nous semble-t-il, l'ensemble de la politique du logement social. Il ne faut plus créer en matière publique, j'insiste, il ne faut pas créer des logements des communes, des logements de ceci, des logements de cela. Il faut créer une philosophie du logement social ou du logement public, quel que soit le bailleur, quel que soit le propriétaire. Vous voyez? Pour nous, il est aberrant aujourd'hui que la SLRB, d'un côté, éjecte les gens qui gagnent au-dessus d'un certain plafond, les mettent à la porte, soi-disant parce qu'il n'y a pas de logement, assez de logements sociaux pour les autres, ce qui est vrai. Mais on lui donne en plus, d'un autre côté, la possibilité de faire du logement moyen. Donc pour nous, il faut revenir à l'historique du logement social. C'est quoi l'histoire du logement social? C'est de donner du logement aux ouvriers. Historiquement, c'est pour les ouvriers. Comme on dit de nos jours, le lumpenprolétariat restait en dehors du logement social. Donc, les pauvres, les vrais pauvres, disons, les autres étaient pauvres aussi, enfin, ils avaient de quoi manger, plus ou moins. Mais donc, le quart monde,
restaient dehors. Il faut aller voir les règlements d'ordre intérieur de certaines sociétés où le bailleur pouvait rentrer à n'importe quel moment. Si c'était sale à l'intérieur, ces gens étaient mis à la porte. Les logements sociaux étaient attribués aux fonctionnaires communaux, etc. Hein, sans respect d'aucun registre ou quoi que ce soit. Ce n'est que dans les années 70 qu'on a décidé d'élargir l'offre de logements sociaux aux plus pauvres. Et donc, nous, on est d'accord, évidemment. Mais, ce que l'on dit aussi, c'est que ça ne peut pas se faire au détriment de ceux qui ont un revenu. Sinon, au fond, les ghettos que nous connaissons aujourd'hui dans les logements sociaux, la ghettoisation du logement social est due à des décisions qui ont été prises dans les années 70. Alors, nous plaidons pour une mixité. Quand nous parlons de mixité, on ne dit pas que Albert Frère doit habiter un logement social, vous voyez, non, pas ça qu'on dit. Mais qu'il puisse y avoir dans le logement social des personnes qui ont, par exemple, des revenus normaux. Hein? Si on prend la moyenne là, de ce que je vous ai dit, ben, des personnes qui ont un revenu, simplement. Voyez? Et nous pensons que c'est cette mixité qu'on appelle sociale, mais que j'aime pas employer ce terme parce qu'il cache, au fond, l'inverse de ce qu'il dit. Hein? Pour nous, le logement social doit être beaucoup plus large. Mais on doit inclure, évidemment, tous les financements pour le logement public doivent être attribués au logement social. Le logement social doit avoir plus de pognon, mais, disons, élargir sa palette de bénéficiaires. Même si à l'entrée, on ne laisse passer que les petits. Mais une fois qu'ils sont passés, ben ils peuvent trouver du boulot et rester dans le logement social. C'est ce qui se passait avant. Avant, le logement social était de fait un tremplin pour les gens qui commençaient petits. Mais beaucoup restaient, notamment, et c'est un exemple bien connu, c'est moins vrai maintenant, mais notamment dans ce qu'on a appelé les beaux logements sociaux, hein, les logements sociaux, les petites cités-jardins. Dans ces cités-jardins, les gens qui avaient des revenus aisés, disons, hein, du travail, mais de bons revenus, restaient parce qu'ils faisaient bon vivre, tout simplement. Oui. Oui, mais c'est parce que je me disais que c'était déjà assez large, enfin, les critères. Il me semble que théoriquement, il y a 50% des Bruxellois qui sont dans les conditions de revenus du logement social. Puis j'avais vu le soir, je ne sais pas où ils ont calculé ce chiffre, que 70% des locataires étaient dans les conditions aussi d'accès. Parce que les conditions d'accès au logement social, il y a un plafond de revenus et la condition de ne pas être propriétaire. Donc dans les locataires, ils avaient évalué qu'il y avait 70% des Bruxellois qui auraient accès, ce qui est quand même beaucoup. Et finalement, c'est intéressant ça, que ce soit quand même, que la philosophie ce soit accessible à un grand nombre de personnes. Oui, c'est-à-dire que... Le problème, c'est le stock qui est réduit, je pense. Moi, je pense qu'il y a un problème de stock, mais là, on passe... Ouais. Non, mais c'est bien, parce qu'on dépasse les bêtes de calcul, hein, soyons clairs, c'est intéressant de savoir ça, mais pour moi, la vraie question, c'est ce qui vient d'être posé. Comment résout-on la problématique du logement à Bruxelles? Effectivement, il faut jouer sur plusieurs niveaux, et pas uniquement sur un. Et donc, le premier niveau, c'est s'enlever de l'esprit que le logement social, c'est pour les plus pauvres. Il faut s'enlever de l'esprit. Même si ce qu'elle vient de dire est juste, la plupart des gens qui rentrent sont bien dans la majorité, sont la masse de la population, d'autres termes. Ce qu'elle dit est juste. Mais je fais une distinction entre l'accès et le maintien.
Je pense qu'il faut, là franchement, il faut revenir. Il faut permettre à ces gens de gagner plus et rester dedans.